Hello. Hello and welcome. Just to introduce myself, I'm Ijoma. Je suis journaliste à la BBC. C'est un plaisir de modérer cette session sur la consolidation de l'industrie de l'assurance. Frédéric va nous parler des tendances clés dans ce secteur pour planter le décor. Frédéric, vous avez la parole. Bon après-midi à vous tous. Je suis l'orateur qui vient après le déjeuner, un tout petit peu compliqué. Donc, c'est pourquoi ils ont choisi un francophone basé à Jebourg et je vais me prononcer en anglais. C'est un plaisir. Je voudrais vous faire passer 3 messages. Le potentiel de développer l'assurance, je pense, en Afrique. Je pense qu'il y a plusieurs opportunités. Premier message de 2. Pour ce faire, le modèle banque assurance, c'est le modèle le plus efficace et le plus rentable. C'est très intéressant et cela a été un des facteurs clés de succès pour ce qui est de l'assurance en Europe. La banque assurance est très intéressante, mais il y a également d'autres opportunités de partenariat qui peuvent booster le secteur de l'assurance, que ce soit les acteurs télécoms. Lorsque vous prenez l'assurance vie, pour ce qui est de la taille de marché en 2019, entre 2019 et 2025, alors nous parlons de deux chiffres. C'est un message très important. Nous parlons de grande géographie de deux chiffres. Donc c'est un potentiel que vous pouvez trouver dans des zones très matures. Pour ce qui est pareil pour les biens, nous avons deux chiffres comme les pays comme le Ghana ou l'Éthiopie. Et un marché est très polarisé en Afrique du Nord. La banque assurance est un modèle très intéressant et donc nous devons avoir des acteurs potentiels. Nous parlons aux banquiers aujourd'hui, je pense que c'est important. Il y a également des rationnels économiques en termes de retour sur investissement. J'ai pris des chiffres des marchés très matures et également pour ce qui est des ratios prix. C'est très intéressant par rapport au e-banking. En termes de recettes, l'assurance est très infime dans les portefeuilles d'une banque. Nous parlons de dépôts, de prêts, en termes de résultats, en termes de recettes, c'est très attrayant. Nous avons un certain nombre de banques basées en Europe qui peuvent générer jusqu'à 30% de leurs profits juste grâce à l'assurance. Alors c'est bon pour les banques. C'est également bon pour les clients et je pense que c'est crucial en tant que banque. Vous vous focalisez sur l'amélioration de l'expérience client. Vous voulez vous assurer que le client est satisfait et vous offrez des produits sans accroc. Et donc cette expérience qui assiste pour ce qui est de la personnalisation de la vente, pour ce qui est de l'information, de l'assureur, alors vous pouvez proposer le produit idoine. Et c'est très important parce que ce faisant, ça veut dire que vous avez la couverture qu'il faut et donc vous le faites à un prix indiqué. Et la souscription est très simplifiée. Il y a beaucoup d'informations sur le client et donc vous pouvez précoder
les informations et enfin, ça peut créer de la vitesse sur le marché, sur la manière dont vous proposez le produit. Et il y a eu des canaux numériques à utiliser et ça aide énormément pour avoir un processus de vente très efficace. Une autre leçon à tirer lorsque vous allez au-delà d'Afrique, je pense que c'est intéressant. L'assurance, la banque assurance, c'est une innovation pour les produits d'assurance. Il y a beaucoup d'innovations. Les banques sont également innovantes. C'est intéressant. J'ai choisi ici, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Il y a beaucoup d'expériences intéressantes pour ce qui est des prix forfaitaires, la stratégie de fixation des prix. Vous avez les acteurs spécialement pour l'agriculture, une politique test intéressante. Vous pouvez trouver tous les éléments en termes de couverture, la flexibilité par rapport aux clients. La banque vous offre l'opportunité de basculer vers l'assurance, les modèles qui sont offerts. Il y a également des banques assurances qui vont au-delà de l'assurance pour développer de nouvelles lignes de business et également de nouvelles opportunités. Comme je l'ai dit, les banques sont les partenaires clés de l'assurance, mais je pense qu'il y a d'autres partenaires qui sont très intéressants, surtout lorsque nous parlons de la pénétration du marché. Si vous voulez traiter avec le segment le plus bas, comment décroître les coûts, avoir des partenaires avec Telco. C'est pour cela qu'en Afrique, au cours des 10 dernières années, il y a eu une multiplication de partenariats entre Telco et l'assurance le plus grand, c'est NTN et Salan. Vous avez plusieurs de ces partenaires et très innovants également en termes de canal à utiliser pour signer des contrats USD, USSD pour les contrats en termes de produits que vous voulez proposer. La Telco peut être un partenaire fantastique pour ce qui est de l'assurance pour développer ce concept. Je pense une façon de développer l'assurance en Afrique, c'est la logique de l'écosystème. Je ne sais pas si vous connaissez ce que nous appelons le programme Vitalité qui a été développé par l'assurance de l'Afrique du Sud. Donc là, on parle de l'assurance santé en créant des partenaires avec d'autres marques et utilisent les données des clients pour proposer les bons prix, le bon produit et également satisfaire le client. Et ce faisant, ils sont en train de tirer profit des points de contact avec le client qui créent de la valeur que vous pouvez extraire, qui peut être très personnalisée. Un des éléments clés de l'assureur à comparer à la banque pour ce qui est des points de contact à une période et lorsqu'il y a sinistre ou lorsque vous vendez le prix, vous créez ce système qui crée des multiplications des points de contact et ça permet de créer, de générer plus de valeur. En guise de conclusion, un dernier exemple, je dois dire qu'il est intéressant de dire que les assureurs essayent de créer de nouvelles revenus et qui va bien au-delà de leur secteur et de leurs activités. Au même moment, il y a des sociétés qui s'adonnent à l'assurance pour créer un écosystème et diversifier leurs revenus. En Australie, ils ont créé de nulle part, ils ont créé un écosystème et des points de contact pour les clients. Et je dois dire encore, le potentiel est énorme en Afrique, que ce soit pour l'assurance, en travaillant pour eux-mêmes ou en travaillant en étroite collaboration avec les banques ou bien avec d'autres partenaires. Je vous remercie. So thanks to Frédéric Boutet for those insights. Merci infiniment pour ces réflexions. Sans plus
tarder, je m'en vais souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Il y a Abena Kassé, président de la Commission ghanéenne de l'assurance, Emmanuel DG de Sanal, de l'assurance panafricaine, Jeanne Kakou Tchadjou, le président de la banque d'assurance et du groupe de banques qui viendra se joindre à nous également, et Mustapha Rodi, le directeur général de Wobank, et le dernier, c'est Ashok Shah, le PDG de APA Assurance. So welcome and thanks so much for joining. Bienvenue, merci d'être là. La meilleure façon de procéder, c'est comprendre le contexte. Quels sont les défis auxquels le secteur de l'assurance a à faire face suite à la pandémie Covid-19 et également l'inflation très élevée de nos jours. Quelle est votre perception de la chose, Monsieur Char? Qu'est-ce que nous devons faire pour s'adapter à ces crises auxquelles nous avons à faire face en tant qu'assurance? Nous aurons à faire face aux crises. Nous sommes dans une affaire de risque. Lorsqu'il y a crise, nous devons décider de la manière dont nous pouvons faire face à cette crise. Eh bien, la Covid était un exemple très intéressant. Ce qui s'est passé lorsque il y a eu cette flambée, nous avions eu à décider, est-ce qu'il faut dire que c'est une pandémie et donc il ne faudrait pas le couvrir, ou est-ce que nous décidons autrement? Et puis Insurance a décidé que nous allons payer toutes les sinistres pour ce qui est de l'assurance vie. Il y avait eu une décision qui a été prise pour une année. Après la première année, nous avons changé parce que nous avons constaté que nous avons payé énormément de sinistres et nous avions mis une limite sur toutes les politiques d'assurance parce qu'il n'y avait pas de limite avant. Pour ce qui est de l'inflation très élevée que nous vivons actuellement, le problème majeur en tant qu'assurance, nous ne faisons pas rapidement les choses pour dire aux clients de commencer à voir les choses autrement. Pour ce qui est de la couverture des biens, et par exemple de 100 à 100 shillings kenyans, voilà l'inflation. Il y a également, nous parlons de montée d'inflation jusqu'à 10%. Et donc les clients, observez vos valeurs, comment les augmenter, parce que c'est la personne qui doit décider de ce qu'il faut faire. L'inflation veut dire que le client doit être conscient du problème lorsque les couvertures n'ont pas augmenté. Monsieur Grelet, que direz-vous? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour atténuer les défis en ce qui concerne le niveau de vie très élevé? Oui, ça dépend. Comme Ashok l'a dit, pour les grandes sociétés, c'est très facile de discuter avec les clients, mais pour ce qui est des petites sociétés, c'est l'abordabilité. Il y a l'impact de la crise, l'inflation et la Covid. Il va falloir adopter votre produit en termes de primes. Mais ce que nous faisons énormément, c'est de faire la différenciation des services, car en fait de compte, Ashok l'a dit, nous aimons, s'il y a les crises, nous prenons les risques, mais la différenciation, c'est au moment crucial. C'est pour cela que l'investissement dans les services est ce qui est de plus important à faire. Pour ce qui est de l'inclusion financière, parce que ça demeure un défi majeur, parce que la bancarisation est très faible.
Alors, le partenariat entre les assureurs et également les firmes de technologie. Monsieur Kakujako, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de faire ce qu'on ne pouvait pas faire dans le passé et d'atteindre des populations qui étaient, je dirais, ne pouvaient pas être consommateurs d'assurance parce qu'ils ont un niveau de vie très peu élevé et faire des agences d'assurance dans tous les points d'un pays, cela coûte excessivement cher. C'est pour cela que l'arrivée des fintech, je dirais de la digitalisation, permet d'atteindre des populations beaucoup plus grandes, je dirais pratiquement toutes les populations, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, à des coûts qui sont plus supportables pour l'assureur et pour le consommateur, pour l'assuré. Et donc, pour nous, l'arrivée de la digitalisation est un bienfait. Et je peux dire aussi qu'à quelque chose, malheur est bon. Le Covid, qui a été une crise très importante, a accéléré la digitalisation et permet aujourd'hui aux assureurs de proposer des produits à des personnes qu'on n'imaginait pas pouvoir assurer. So I'd like to hear from you, Mr. Brûlé, because I know that Sanlam. À Salam, je sais que vous avez un joint venture avec MTN. Alors, parlez-nous un tout petit peu de ce joint venture. Comment cela aide à doper l'inclusion financière? Bien entendu, ce qui est essentiel pour avoir accès à ces types de clients, c'est bien entendu d'être très efficace en termes de services, des produits et les primes. Mais également, nous croyons fermement que l'approche par affinité est essentielle parce que même si vous offrez des primes et vous avez des produits spécifiques, la distribution des produits de manière unique est difficile. Voilà pourquoi l'approche par affinité est essentielle. Avec MTN, nous avons défini comme cible des millions de clients de MTN, l'objectif étant pour nous de pouvoir tirer parti de ces bases de clientèle pour leur offrir des produits très simples. Dans le cadre de notre nouveau rôle de MTN, nous avons eu un élément de perturbation dans le processus à chaque fois que ces derniers doivent acheter une couverture complémentaire ou bien s'ils veulent proposer de nouvelles choses dans l'argent mobile, dans leur portefeuille. Nous sommes là pour les accompagner. C'est très bon d'avoir ces nouveaux produits et nous avons profité de ces produits très simples avec le groupe d'affinité de clients et avec assez de données de MTN pour être sûr que les produits que nous allons offrir sont des produits spécifiques et ciblés ces clients. Et comment vous avez pu réussir ce partenariat? En effet, alors, Frédéric Manechen, qui est un partenaire, ce qui est très essentiel, c'est d'avoir pour ce type de partenariat, d'avoir un réseau au haut niveau. MTN est dans un certain nombre de pays, nous sommes dans 25 pays, donc nous sommes dans 50 pays en tout et pour tout. Alors cela fait sens que nous puissions bâtir quelque chose ensemble là. Et ce n'est pas un partenariat, c'est un joint venture. Donc c'est un joint venture pour le long terme, parce que cela nécessitera assez d'investissement. Voilà pourquoi nous avons opté pour un modèle joint venture. Ça fait sens comme joint venture. Alors, quelles sont les potentialités, pouvez-vous dire, Monsieur Roger, quelles opportunités de partenariat, aussi bien pour les assureurs et les consommateurs, les opportunités, selon vous? Je crois que la question de partenariat est essentielle à tirer parti de la force de plusieurs compétences et créer une synergie pour créer de la valeur, constitue un élément essentiel. Vous voyez, les assureurs qui travaillent avec les opérateurs télécoms, les banques, avec
les opérateurs télécoms également. En fin de compte, la tendance doit aller vers l'inclusion. Et vous le savez, le continent africain souffre de ce problème, de niveau très bas d'inclusion que nous avons, comme si nous nous comparons aux autres continents. L'objectif a été clair. Tous les acteurs qui sont impliqués dans l'environnement de l'écosystème sont clairs sur l'objectif à atteindre. Il est important que nous puissions créer une synergie et apporter autour de la table cette force que nous avons pour créer de la valeur ajoutée avec les partenaires potentiels. Alors, j'aimerais également vous demander, vous savez, avec les courtiers et les agents qui sont les canaux de distribution pour les produits d'assurance, mais nous voyons il y a des ventes directes en matière de banque assurance qui augmentent la part aujourd'hui. Que direz-vous qu'on peut faire pour accélérer cette tendance de vente directe des produits d'assurance? Alors, ce qu'ils apportent au niveau de la vente des produits d'assurance, c'est la relation avec la clientèle. Les banques, ils ont déjà développé une relation de confiance, une relation de compréhension. Et les banques peuvent comprendre les besoins de leur clientèle. Alors, nous pouvons tirer profit de ces relations pour vendre les produits d'assurance adaptés afin que les clients puissent éviter les méventes et s'assurer que les clients puissent avoir un seul guichet, un guichet unique pour les services financiers, que ce soit les cas de crédit ou bien que ce soit les produits d'assurance. Vous le savez également, les banques sont en train de financer l'économie, que ce soit les banques des particuliers, les PME. Nous voulons nous assurer que les clients soient bien assurés et pour éviter tout événement imprévu, que la banque également puisse protéger son capital le cas où il y a des événements imprévus. Donc vous voyez, c'est un processus qui inclut l'éducation sur un marché comme la RDC, où nous avons une sous-bancarisation. Je ne sais pas si vous connaissez bien la supervision de l'ARCA. Nous avons vu les diapositive de Frédéric qui a démontré cette situation. Nous pouvons dire qu'au cours des 4-5 ans, nous avons 35% de couverture de banque et nous avons vu 15% dans ce que nous avons dans la présentation, mais nous avons 35% en RDC de 2019 en 2022. Donc il y a eu une accélération et je crois que toutes les acteurs font un travail excellent et les régulateurs également s'engagent pour que tout le monde puisse jouer selon sa portion dans l'industrie. Alors, quels sont les rôles que les régulateurs jouent pour encourager, promouvoir la croissance dans ce secteur? Vous êtes la personne appropriée pour répondre à le rôle des régulateurs parce que au Ghana, l'assurance vie, le marché d'assurance vie, et nous avons ça a doublé de 7% en 2015 à 13% en 2019. Donc, dites-nous, alors, que direz-vous? Jusqu'à quel degré est-ce que les réformes structurelles ont aidé à pouvoir doper cette croissance? Alors, au Ghana, la Commission, en fait, a commencé la mise en œuvre de la loi, et cette loi a des potentialités. Et cela a des directives qui sont émises pour le secteur de l'embarcation, et quelles sont les normes opérationnelles. Nous sommes dans le processus de l'élaboration des règlements actuellement, et je suis sûr que d'ici la fin de l'année prochaine, nous puissions amener cela devant le Parlement pour l'approbation de cette loi, ce qui va cimenter cette loi qui a été déjà lancée. Alors, parlant de la banque assurance, avant cela, il y avait RIA, mais actuellement que nous avons cette loi et que cela a été mentionné, comme vous l'avez si bien dit, de quoi que maintenant les acteurs sont orientés par ces outils institutionnels. Et la Commission également peut s'en servir pour la régulation de l'industrie et les produits de banque assurance. Est-ce que vous pouvez peut-être rentrer dans un petit peu de détail de cette loi? La loi, c'est très détaillé. Je ne peux pas couvrir tout ici. Donc, c'est l'amélioration des lois précédentes que nous avons. Et si vous examinez bien ce qui se passe au niveau de l'évolution de l'industrie, nous avons maintenant pris en compte un certain nombre de nouvelles dispensations qui émergent. Par exemple, nous allons mettre en place, nous avons Insurtex, qui est
nous avons les services techniques également. Tous ces éléments doivent maintenant faire l'objet de régulation. Par le passé, nous ne nous préoccupions pas de cela parce que cela n'existait pas. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Encore une fois, nous avons mis en place une loi pour l'innovation, cette loi par laquelle nous puissions peut-être mieux intégrer ces nouveaux produits. Les fintech également peuvent tester les produits que nous avons afin qu'ils puissent déployer ces produits à grande échelle. Alors, la loi actuelle dont je suis en train de parler, je crois que c'est un élément qui va soutenir l'industrie dans une grande mesure. Et une fois que nous aurons ces réglementations, ces régulations, cela renforcera la commission, les assurances et les directives pour que nous puissions, du moins nous assurer que ceux qui sont les acteurs puissent mettre en œuvre de manière appropriée ces réglementations. Alors, ce serait approprié que nous puissions entendre certains des leaders de l'industrie d'assurance sur quel type de régulation voulez-vous voir sur le marché, dans vos marchés spécifiques. Quel type de régulation voulez-vous voir? Que sentez-vous peut vous aider à renforcer le secteur? Allez-y. Monsieur Jadjo, allez-y. Quel type de régulation voulez-vous voir sur le marché? Au niveau de l'espace CIMA, dans l'espace francophone, l'Afrique au sud du Sahara, ce que les assureurs, des assureurs comme moi, auraient souhaité, la première chose, c'est d'abord d'avoir un agrément unique. Parce que avoir des marchés étroits ne permet pas à une compagnie d'assurance, quelle qu'elle soit, de faire des investissements au niveau des hommes, la qualité des hommes, des actuaires, des cabinets d'études, qui soient à même de proposer de bons produits. Et ensuite, ça ne permet pas non plus d'avoir des fonds propres conséquents pour retenir sur nos marchés des primes d'assurance conséquentes. Si vous êtes une compagnie d'assurance avec des fonds propres très petits, vous êtes obligé de réassurer, de dégager vers l'étranger la plus grande partie des primes d'assurance, ce qui ne profite pas à l'économie du pays. Alors, à l'instar des banques, ce qui est souhaitable, c'est qu'on élargisse le marché de l'assurance, de sorte qu'on puisse travailler dans un espace beaucoup plus élargi, avec des fonds propres beaucoup plus grands, et ne pas avoir pour une compagnie, pour un groupe comme le nôtre, nous sommes présents dans 12 pays africains. Nous avons 12 sociétés avec des fonds propres pour chaque société, avec des PCA, enfin des présidents pour chaque société, des directeurs généraux pour chaque société, des conseils d'administration pour chaque société. Alors, ça coûte cher. Cela ne permet pas d'optimiser la rentabilité des compagnies d'assurance. C'est vraiment la première des choses. La deuxième des choses, si je dois m'adresser aux régulateurs, la deuxième des choses, c'est de développer des assurances obligatoires. Dans tous les pays développés, les assurances obligatoires font partie de la panoplie du portefeuille des assurances. Dans nos pays, il n'y a que l'assurance automobile qui est obligatoire. Ce n'est pas possible. Pour développer le marché et avoir donc des compagnies qui ont du potentiel pour développer le pays, pour participer au développement du pays, il faut aussi développer l'assurance obligatoire.
Et la troisième chose, si vous me permettez, très rapidement, c'est que nos États eux-mêmes assurent leurs biens. Nous avons dans nos pays des véhicules, par exemple d'État, qui circulent comme les autres et qui font des accidents. Mais si vous avez un accident avec un véhicule étatique, soyez sûr que vous ne serez jamais remboursé. Vous ne serez jamais indemnisé. Ça aussi, ce n'est pas bien. Et l'État a des biens et ils peuvent assurer un incendie. Ils ne le font pas. De sorte que quand il y a un incendie, je dis n'importe quoi, un incendie d'un immeuble de l'État ou d'un bien de l'État, ben, c'est en ce moment-là qu'ils vont aller demander des dons à la France, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis pour venir. Parce qu'ils n'ont pas prévu. C'est certainement plus simple de budgétiser une prime d'assurance chaque année et être tranquille en cas de sinistre. Donc voilà les trois choses que je pourrais demander, moi, aux États, s'ils sont là aujourd'hui, aux autorités de tutelle, je me permettrai de leur demander. Is there anything anyone else would like to add to that? I saw quite a few people nodding vigorously. I agree. Vous étiez en train de hausser la tête. Je suis d'accord sur l'agrément unique. Il y a beaucoup de questions politiques à surmonter parce que ce qui se passe sur tous les marchés en Europe, ailleurs, quand vous commencez par avoir ces agréments uniques, il y a très peu de lieux d'assurance qui existent encore. Et beaucoup de pays perdent ça. Il y a une transition. Nous avons une période de transition sur le plan politique. La seconde chose importante également, quand nous parlons de fonds propres, il faut également voir au niveau de la régulation. Nous avons certains pays, il y a des normes où nous ne devons pas aller directement à l'équivalent 73, mais on peut passer 70 sur la base du risque. C'est important également pour aider que ce soit le régulateur, la clientèle et l'assureur également à mieux gérer le capitaux et utiliser moins de capitaux. En plus de ce qu'il a dit, voilà ce que moi je peux ajouter, ce qui est important. Merci. Ce que moi je peux ajouter à ce qui se dit ici, que l'exigence de capital minimum en Afrique doit être plus élevée pour les sociétés d'assurance qui sont sur le marché. La raison étant que quand vous avez des acteurs qui se sont engagés très tôt, qui ont assez de connaissances, alors je crois que les sociétés d'assurance, ils ont eu des charges, ils n'ont pas de base clientèle, et il y a une réduction de prix et des coûts d'assurance qui sont très bas, et quand il faut régler les sinistres, cela pose un problème sérieux. Alors, je crois qu'il y a un certain niveau de responsabilité consciente au niveau de tous les acteurs qui veulent réellement, eh bien, accroître le niveau de capital minimum. Je crois que c'est ce qui est essentiel pour le marché africain. Le niveau de capital est très faible si nous considérons la taille du marché sur lequel nous voulons entrer. Merci. Alors, quels sont vos points de vue là-dessus, M. Chartier? L'augmentation de l'exigence de capital, selon vous, est-ce que c'est la voie à suivre? Je crois que l'un des éléments, c'est que l'assurance, les sociétés d'assurance doivent être stables et bien capitalisées. Beaucoup de marchés sont en train d'adopter l'approche fondée sur les risques, les capitaux fondés sur les risques. Au Kenya, ce que nous avons, tout le monde, nous avons des capitaux fondés sur le risque à 200% de leurs passifs. Et les passifs ne veut pas dire juste les passifs en matière de sinistre, mais également quels sont les investissements qui sont faits, qui sont vos réassureurs également. Cela est essentiel. Alors, mais le problème que nous avons, c'est que les régulateurs doivent être stricts et les régulateurs doivent s'assurer que toutes les entreprises sont au même niveau. Alors, et vous devez comprendre que la plupart des entreprises n'ont pas de capitaux, mais on leur permet de pouvoir continuer les activités sur le marché. Et ils continuent par assurer
les individus. Donc, je crois que c'est à ce niveau que les régulateurs puissent être plus stricts à cet égard et que les entreprises ne connaissent pas d'échecs parce qu'ils n'ont pas de capitaux. Parce que le plus grand problème, si vous examinez de près le taux de pénétration des produits d'assurance sur le continent africain de manière générale, le taux est très faible. Trop faible. Ceci est dû à plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que la plupart de nos populations ne comprennent pas, ils ne sont pas conscients des produits d'assurance et les avantages de l'assurance à nous. Et on va leur dire maintenant que l'assurance est bénéfique. Ça, c'est essentiel, le point numéro 1. Le point 2, c'est que ce qui se passe, en effet, c'est que nous, en tant qu'assureurs, nous vendons seulement nos produits à des personnes qui sont déjà assurées. Nous vendons des produits à ceux qui sont dans les zones urbaines où ils ont des assurances telles que les assurances de transport public de voyageurs, mais il y a d'autres produits d'assurance. Donc le problème le plus essentiel à aborder maintenant, comment est-ce que nous pouvons aller vers le public de manière générale et leur expliquer pour qu'ils soient sensibilisés sur les avantages de l'assurance et également leur apporter les solutions appropriées. Les solutions appropriées, par exemple l'assurance dans le domaine de l'agriculture, on fait des micro-assurances. Nous avons un bénéfice de 17%. Combien d'agriculteurs comprennent ce processus que nous avons 17% de assurance sur la production. Donc, il faut des partenariats avec les banques, avec les agrégateurs, que les agriculteurs que nous sommes en train d'assurer puissent comprendre la valeur de l'assurance. Encore une fois, pour revenir sur la question de régulation, je crois que les régulateurs ont un rôle essentiel à jouer, mais des fois, ces régulateurs ne montrent pas la voie, pas des actions en fermant les compagnies d'assurance qui doivent être fermées. C'est le problème, un grand problème que nous avons également. Put to you as well. Do you think the tightening of capital requirements? Oui, maintenant, pour ce qui est de la consolidation des petits acteurs, on a dit que c'est important pour l'industrie. Pour ce qui est de l'histoire du Ghana, il y a un nouvel acte pour augmenter le capital d'environ 200%. Et en revenant sur ce que vous avez dit en relation avec le fait qu'on doit fermer certaines entreprises, cela est en cours. Mais vous savez, dans notre contexte africain, peut-être contexte ghanéen, dirais-je, il y a eu une anticipation du fait que l'augmentation du capital va affecter les grandes compagnies. Et dans ce sens, je parle de notre contexte culturel. Nous n'avons pas plusieurs personnes qui veulent faire cela. On voit des gens qui perdent leur compagnie au lieu de venir ensemble pour avoir une plus grande entreprise. Alors, on n'a pas plusieurs entreprises qui viennent ensemble. Mais présentement, notre commissaire est très strict. Donc, nous faisons le suivi sur le processus pour s'assurer que les fonds qu'ils auront vont vraiment leur parvenir. Nous sommes en train d'apprendre de la Banque des industries qui ont également augmenté leurs capitaux de 230% et dans les domaines de l'assurance, il y a moins de bruit dans le pays. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, on va pouvoir finaliser la plupart des choses à faire pour que les assurances puissent pallier aux pertes. Merci. Je sais que Sanlam a acheté Saham, ce qui vous a permis d'avoir des actions dans plusieurs pays. Pouvez-vous nous dire comment vous planifiez atteindre les nouveaux marchés?
En fait, si on voit le voyage de Sanlam, c'est une compagnie qui a beaucoup de longévité, avec 90 ans d'activité en Afrique du Sud. Et maintenant, on l'a acquis et on a décidé, soit on y va l'un après l'autre, ou on fait des acquisitions ou des partenariats avec des groupes sur le plan régional, comme Saham. Et ensemble, on va essayer de développer les affaires dans plusieurs pays. C'est très complémentaire pour ce qui est du cadre géographique. Cela marche très bien pour nous parce qu'on n'a pas besoin d'investir pays par pays. Et la stratégie aujourd'hui, c'est de continuer à faire la consolidation. Maintenant, on est en joint venture avec Allianz, présentement, à l'heure où nous parlons. Et on essaie d'avoir possible des pays spécifiques où nous croyons qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais où nous ne sommes pas encore présents. Mais pour notre acquisition en tant que groupe régional, ça a du sens en termes de cadre et de culture. Et également pour ce qui est de l'acquisition des meilleurs talents sur le terrain. Ok, maintenant je vais parler de l'aspect risque. On a conversé et on a parlé de ça, mais pas de manière détaillée. Donc maintenant, pour ce qui est des risques, pour ce qui est de la prééminence dans les médias comme le climat, les attaques cybernétiques, etc. Monsieur Charles, vous faites face à tout cela. Comment est-ce que vous allez dire que vos affaires ont été affectées par ces différents risques? Une des choses qu'on a commencé à faire, c'est de voir la crise climatique qui est le sujet sur la table. Je crois qu'on l'a fait par accident en 2016. Nous avons commencé à faire de l'assurance pour les pasteurs au nord du Kenya, pour ce qui est du bétail, et également les fermiers dans la région centrale du Kenya. Ce qu'on a découvert, c'est que quand on a commencé à faire l'assurance pour ces deux types de catégories de personnes, on a vu qu'il fallait les aider à mitiger les crises climatiques. Maintenant, au Kenya, il y a un exercice intéressant que nous avons mené. On a travaillé avec l'Institut Hilary et ils ont commencé à faire la planification pour ce qui est de la couverture des pasteurs pour les bétails. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est qu'ils sont venus nous voir et on n'a pas fait l'assurance des maladies, mais plus le sol, c'était savoir avec une technologie satellite. Et ce qu'ils ont fait, c'est que les satellites prennent des photos du sol et ensuite on nous dit en quels nutriments est-ce que c'est riche. Maintenant, quand on a ces informations, on donne assez d'argent aux fermiers pour garder les animaux en vie jusqu'à la prochaine saison pluvieuse. Donc, on a commencé de cette manière. Nous avons commencé également à jouer un rôle pour ce qui est de l'atténuation des risques climatiques et on a commencé avec les semences. On a commencé à donner des assurances aux différents acteurs. Donc, on a donné des intrants et on a réussi à leur donner d'abord des cultures qui leur permettraient d'avoir 70% de revenus. Et il fallait une couverture du crédit en matière de risque et l'argent des agrégateurs ont été pris à compte. On devait payer les agrégateurs. Donc, on a commencé à soutenir le risque climatique. Alors, en 2019,
et la première assurance a octroyé des financements dans le monde, à commencer par le Luxembourg. Et la première chose à faire, c'est de voir les autres domaines où on peut s'installer. Et l'un des domaines, vous savez, dans nos pays, il y a plusieurs personnes qui vivent dans des taudis et c'est parce qu'ils ont plusieurs problèmes. Ces propriétés n'ont pas l'assurance incendie. Quand ils tombent malades, ils n'ont pas d'assurance. Et il y a un risque cependant pour l'incendie. Et quand il y a des deuils même dans les familles, il faut les soutenir pendant 6 mois. Vous voyez, d'une certaine manière, en tant qu'assureur, on doit commencer à penser par l'assurance sociale, à prendre en compte. Et même, ce type d'assurance signifie que, en fin de compte, on doit avoir un peu d'argent, pas trop, c'est vrai, le profit est important, mais on doit voir les risques. En 2-3 ans, on peut connaître des pertes, mais après, on va commencer à avoir des revenus. Merci, très intéressant. Juste pour terminer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à vous, chacun des panélistes? Un dernier commentaire? Alors, ce qu'on doit dire, c'est que les industries financières d'Afrique, comment pouvons-nous collaborer dans tous les secteurs où l'industrie financière, en prenant en compte l'industrie financière et l'industrie des assurances, on doit entrevoir comment soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. On doit vraiment penser à cela. Pour moi, et aux industries bancaires et aux industries de l'assurance, je suis très enthousiaste pour ce qui est du talent. Comment est-ce qu'on va faire concerner les jeunes talents pour qu'ils puissent apprendre dans le domaine des assurances, qu'on puisse les éduquer afin de les concerner. Vous savez, quand vous partez dans les universités, la plupart veulent devenir des banquiers, ils veulent entrer dans le secteur de la banque à cause des fonds qui sont élevés dans ce secteur. Maintenant, même si on a peu de capital ou peu de fonds, comment faire en sorte que les gens s'intéressent et voir la valeur de l'assurance? Je crois que c'est ce que j'ai ajouté. Merci. Simplement ajouter que au niveau de la banque assurance, le concept soit encadré par le législateur pour qu'on sache exactement comment cela peut se passer. Parce que j'ai eu des discussions avec des législateurs qui pensent que quand on parle de banque assurance, ce sont les banquiers qui prennent le risque. Et pour cela, ils freinent des cas de fer pour empêcher la banque assurance. Il faut qu'on leur explique bien, donc on s'asseye, les assureurs et les autorités de tutelle, pour que le cadre dans lequel doit se passer la banque assurance soit éclairci et bien encadré. Et pour que le banquier central comprenne que quand on parle de banque assurance, c'est utiliser le réseau bancaire pour vendre des produits d'assurance. Permettre aux clients des banques de pouvoir acheter de la banque et de l'assurance aussi au point de vente de la banque. En quelque sorte, faire des guichets uniques au niveau des agences de banque. Peut-être qu'une fois qu'ils auront compris cela, ils pourront
légiférer correctement et accompagner la banque assurance qui permettra d'atteindre des populations qu'aujourd'hui les assureurs ne peuvent pas atteindre. Et développer l'assurance aussi d'une certaine manière un peu plus. Et le banquier aussi en tirer profit par les commissions qui tireraient de la vente des produits d'assurance. So we're going to leave the final thought for Mr. Jagu there. But can we please thank our esteemed panelists here? On va devoir remercier M. Abenan, le président de la Commission ghanéenne d'assurance, Emmanuel Brulé, CE de l'assurance générale, Jean Kakou Jaco, président, fondateur du groupe NCA, et également le directeur de Mo Bank et Ashopchak de APA Insurance. Merci infiniment pour vos réflexions. Merci. Thank you. Thanks very much. And now we're going to speak to, I'm just going to have a Je m'en vais avoir une conversation avec Alain Konunda, directeur général de ARC, qui est l'autorité de supervision et de réglementation de l'assurance. Je voudrais donc permettre au prochain orateur de bien vouloir nous entretenir sur le sujet. You've got a microphone. Yes, you can sit here. Thank you very much. So what would you say were the highlights from that conversation you just listened to right now? Okay, thank you very much. Eh bien, merci infiniment. Si vous le permettez, je vais m'exprimer en français. Je m'exprime mieux en français. Des échanges qui viennent d'avoir, c'est la nécessité d'avoir la solidité financière de la part des sociétés d'assurance qui doivent œuvrer sur le marché par rapport aux défis que les différents marchés peuvent présenter. Si vous me permettez, je peux brièvement vous donner une petite introduction pour pouvoir donner des réponses pratiques à la théorie qui a été présentée sur la nécessité ou les opportunités de consolidation au niveau des sociétés d'assurance. Lorsque vous regardez le marché de la RDC, de la République démocratique du Congo, c'est un jeune marché qui vient d'ouvrir et d'être libéralisé. Ça fait 5 ans que notre marché a été libéralisé. Mais le marché a été réellement ouvert en 2019, où nous avons pu agréer de nouvelles sociétés d'assurance qui sont entrées dans notre marché. Et lorsque vous regardez les 3 dernières années sur l'évolution de notre marché, je pense que M. Raoudji l'a indiqué, nous avons un taux de croissance qui était important. Nous sommes passés d'un marché qui était de l'ordre de 80 millions de dollars, avec une seule assurance qui est la RC Automobile, et qui clôture à fin 2021 à 220 millions de dollars, mais qui est une croissance tout à fait organique. Mais la réalité de notre marché en République démocratique du Congo, aujourd'hui, est un marché, pour entrer dans la moyenne africaine, qui se situe à 1,5 milliard de dollars. Et donc, pour cela, nous avons encore un gap qui est extrêmement important que nous devons arriver à combler. Mais pour y arriver, nous avons besoin des sociétés d'assurance qui soient solides. Et nous, en tant que régulateurs, nous veillons énormément sur la solvabilité financière des sociétés d'assurance qui œuvrent sur notre marché. Alors la question de la consolidation, à mon avis, doit relever dans un premier temps de la vision stratégique des différents opérateurs. Mais pour nous, régulateurs, ce qui est plus important, c'est d'être sûr que les sociétés prises individuellement ont cette capacité financière de pouvoir répondre aux besoins du marché. So what do you think when you hear insurance companies saying that they... Lorsque les compagnies d'assurance disent qu'ils ont besoin de réglementation plus stricte, qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce qu'elles comprennent bien le rôle qu'elles doivent jouer.
Nous, en tant que régulateurs, nous avons deux grandes missions que l'État nous donne en général. La première mission, c'est celle de veiller à la protection des assurés. Et la seconde mission, c'est d'être sûr que l'épargne qui est créée par le secteur des assurances sert au développement et au financement de l'économie. Et pour cela, il faut une régulation qui soit stricte, de manière à ce que, non seulement stricte dans le sens du respect des ratios et des critères prudentiels qui sont appliqués au niveau du marché, mais le côté strict doit aussi être dans le sens de ce que nous recherchons comme développement au niveau de notre marché. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, je suis content de l'entendre de la part des opérateurs qui sont sur le marché, parce qu'effectivement, leur première mission, c'est d'être capable de pouvoir avoir une solidité financière, une solvabilité financière qui leur permettra de pouvoir respecter leurs engagements vis-à-vis des assurés en cas de survenance de risque, de pouvoir indemniser le plus rapidement possible. Et nous, dans notre rôle de régulateur, c'est justement de veiller sur cela de manière permanente. So what kind of partnerships do you see in the future of Africa? Alors, quel est le partenariat que vous envisagez à l'avenir dans le secteur de l'assurance? Le type de partenariat Peut se situer à plusieurs niveaux. Nous, en tant que jeunes marchés, nous avons beaucoup travaillé sur le partenariat entre le régulateur, mais également les opérateurs, parce que nous croyons que c'est ensemble que nous pouvons arriver à développer le marché, en fixant un certain nombre de règles et en fixant également un certain nombre d'objectifs. Et donc, c'est un partenariat qui est important. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, au niveau de notre marché, je vous ai indiqué le gap qui est important que nous devons arriver à construire. L'ARCA, pour la République démocratique du Congo, a mis un accent important sur la digitalisation. Mais la digitalisation veut dire que pour nous, nous devons faire le contrôle auprès des différentes sociétés d'assurance. Nous avons mis en place une plateforme digitale qui a exigé à toutes les sociétés d'assurance de pouvoir se connecter à notre plateforme pour pouvoir générer les certificats d'assurance. Là aussi, il faut une bonne compréhension. Ça veut dire que ça nous donne un accès direct sur la production de toutes les sociétés d'assurance, mais ça veut dire que les sociétés d'assurance doivent aussi jouer un franc jeu. Donc c'est une bonne chose pour nous parce que nous travaillons et ça va nous aider dans le contrôle que nous devons faire en tant que régulateurs, mais en même temps, ça offre également des perspectives de développement du marché sur le plan digital, parce que nous avons parlé des questions d'inclusion financière à partir du digital. Ça pousserait également les sociétés, dans cette collaboration et ce partenariat, à développer les autres aspects de digitalisation, notamment sur la partie souscription, sur la partie sinistre, déclaration des sinistres, mais également indemnisation. Et donc là, c'est une avancée qui est majeure, mais pour cela, il faut également un partenariat et une bonne compréhension avec les sociétés d'assurance et le régulateur que nous sommes. So any final thoughts as we conclude that you'd like to convey to our audience? Do you have any? Est-ce que vous avez un mot de fin pour l'audience? Je suis très ravi de noter les deux sujets qui ont été présentés, notamment la question de l'opportunité de la consolidation, mais moi je vais plus sur l'aspect solvabilité, solidité financière des sociétés d'assurance qu'elles doivent avoir, parce que ça nous permet de remplir, et elles aussi, de remplir les deux rôles qu'on attend des assurances dans les pays, dans nos pays, et comme nous voulons l'avoir dans les pays développés. Ça veut dire avoir une capacité financière pour répondre aux défis en cas de sinistre, mais également avoir une capacité financière qui vous permette de pouvoir retenir un maximum dans votre pays à partir du moment où vous avez une solidité et des fonds propres qui sont assez importants. Et donc, je crois qu'aussi la question de la digitalisation, c'est un point qui est au cœur de notre préoccupation, pour prendre le cas de la République démocratique du Congo, pour le développement du marché, et encourager aussi les sociétés d'assurance à être tournées vers cette digitalisation pour nous permettre d'avoir l'inclusion financière, parce que, in fine, c'est la grande majorité de nos populations qui pourront créer des marchés beaucoup plus larges, avec des risques beaucoup plus diversifiés, à moindre risque pour les sociétés. Et donc, c'est des points qui sont extrêmement importants, que nous soutenons et que nous développons dans notre pays, en République démocratique du Congo. Okay. Thank you so much for your time. Thanks for sharing your thoughts with us. And with that... Sur ce, nous allons conclure la session. Si vous êtes intéressé à prendre part à la prochaine session, qui porte sur le financement
des micro, petites et moyennes entreprises, eh bien, restez toujours assis. La session va débuter dans quelques secondes.